Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un update lecture dans lequel je vais vous parler de l'Antilune de miel, de la fille de la supérette, du second tome de Shade of Magic à savoir Shade of Shadows et enfin de Journal d'un scénario, donc on va commencer tout de suite. Je commence cette update lecture avec une petite romance, il s'agit de l'Antilune de miel, écrite par Christina Lauren et éditée chez Hugo dans leur collection New Romance. On suit l'histoire de Amy et Olive, deux jumelles ayant un capital chance diamétralement opposé. Amy, c'est celle qui gagne tous les concours possibles et inimaginables et parvient même à élaborer son mariage grâce à tous les jeux et tous les concours qu'elle gagne, tandis qu'Olive est plus du genre poisseuse et défaitiste. Toutefois, la chance pourrait bien sourire à Olive lorsqu'elle voit sa sœur et l'ensemble des invités du mariage souffrir d'une terrible intoxication alimentaire. Amy ne pouvant pas se rendre à sa lune de miel idyllique à Hawaï, c'est Olive qui prend sa place accompagnée de Ethan pour jouer le rôle du marié. Ethan qui est donc le frère du marié mais également l'ennemi juré d'Olive. Cependant, les deux vont convenir d'une trêve afin de profiter au mieux de ces vacances gratuites. C'est une romance qui m'a été conseillée par des lectrices du book club qui avaient passé un bon moment de lecture et comme je sais que nos goûts sont similaires et qu'on a les mêmes attentes en termes de romance, je me suis lancée à mon tour. C'est pas forcément ma romance préférée, mais moi aussi j'ai passé un bon moment de lecture en compagnie d'Olive et d'Ethan. Je vais commencer par parler de l'histoire parce qu'il y a pas mal de choses à dire, autant positives que négatives. L'Antilune de miel, c'est un page-turner qui se dévore d'une traite. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision et peu de temps mort, ce qui fait que je me suis pas ennuyée une seule seconde et que j'ai très clairement dévoré les 400 pages de ce roman. Son autre force, c'est la romance en tant que telle. Alors, le Enemies to Lovers est un peu bancal puisque j'ai trouvé que Olive et Ethan basculaient d'un extrême à l'autre très rapidement et faisaient comme si le mépris qu'ils éprouvaient l'un envers l'autre, les ressentiments et tous les non-dits n'avaient en quelque sorte jamais existé. Il n'y a pas d'étape intermédiaire qui leur permette de construire une relation solide, contrairement à ma romance de référence qui est comme dans un roman d'été de Emily Henry. Par contre, une fois que le couple est établi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils communiquent, qu'ils cherchent le consentement et le plaisir de l'autre, qu'ils se poussent à être de meilleures personnes ensemble. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il est hors de question que je lise des romances où il n'y a pas de consentement, où il n'y a que de la violence, bref, où il n'y a tout simplement pas d'amour. Il y a un autre point qui m'a gênée dans l'histoire, c'est l'utilisation à outrance des clichés et des tropes liés à la romance. Je pars du principe qu'un cliché, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est un outil narratif et c'est à l'auteur de trouver comment l'utiliser et l'inclure intelligemment dans son récit. C'est tout à fait ok pour moi de trouver des orphelins et des prophéties dans la fantaisie. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle histoire l'auteur va raconter avec ces éléments-là. Mais dans l'Antilune de miel, j'ai plus eu la sensation qu'il s'agissait du bingo de la romance parce que les autrices, puisque Christina Lauren c'est un duo d'autrices, ne se les réapproprient pas et racontent rien de nouveau avec. L'ex-copine ultra envahissante qui veut se remettre en couple avec son ex-petite amie parce qu'il devient à nouveau intéressant et séduisant quand il est en couple, c'est cliché au possible et la manière dont elles ont traité ça l'est tout autant. En plus, je trouve ça assez sexiste et contradictoire avec le reste du roman puisque durant tout le roman, on voit qu'Olive est une femme forte et indépendante, qu'elle est intelligente, qu'elle est décomplexée et se fout complètement des dictats de beauté et je trouve ça dommage de glisser une représentation aussi sexiste d'une autre femme. Étant donné que je vous ai parlé d'Olive, je vais en profiter pour parler aussi des autres personnages. Ethan, le protagoniste masculin, est l'archétype parfait des hommes dans la romance. Il est bodybuildé, l'héroïne le trouve hyper charismatique mais excessivement énervant aussi. Et moi je dois dire que j'avais pas vraiment d'affect pour lui. Attention, je ne le détestais pas, mais j'étais pas particulièrement investie dans son histoire.
mais ça a changé à partir du moment où on est passé à la phase Lovers. Je l'ai trouvé beaucoup plus touchant, un peu plus maladroit aussi. Par contre, j'ai très clairement détesté le frère d'Ethan dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Lui, c'était vraiment un personnage ignoble et dégoûtant. En ce qui concerne le style d'écriture, je l'ai trouvé simple et basique. C'est un roman écrit à la première personne et qui dévoile un peu toutes les maladresses de ce style de narration. Et c'est pour ça que quand je vois un livre écrit à la première personne, je suis tout de suite sur mes gardes. Sauf si c'est un ou une autrice qui gère parfaitement cette narration comme Tiffany McDaniel. Bref, c'est égocentré, le langage est très oral et ça peut faire un peu négligé. Mais bon, j'étais pas venue pour le style d'écriture, donc j'ai pu passer outre. Ce que je peux pas ignorer, cependant, c'est la quantité folle de fautes d'orthographe, la présence importante de caractères spéciaux laissés au milieu du texte qui démontrent un travail de relecture tout simplement bâclé ou alors carrément inexistant. Ça m'a vraiment gênée de devoir sans cesse corriger le texte ou me dire mais qu'est-ce qu'il fait là ce tiret, mais le voyage de noces il est à Hawaï, pas à Tahiti. Je sais pas si ces erreurs sont propres à ma version qui est une version poche ou si c'est partout présent et monnaie courante chez Hugo, ce que je n'espère pas parce que c'est un peu la maison d'édition incontournable en termes de romance et les lecteurs et lectrices de romance méritent des textes bien relus. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était une romance sympathique, sans prise de tête et n'hésitez pas à me conseiller d'autres romances dans les commentaires, je suis ouverte à toutes les propositions à partir du moment où la relation entre les protagonistes est saine et qu'il y a un respect mutuel du consentement. Après Hawaï, direction le Japon avec La fille de la supérette ou aussi appelée Combini qui est écrit par Sayaka Murata et publié chez Folio. Dans La fille de la supérette, nous suivons le personnage de Keiko Furukura, une employée à mi-temps de Combini, donc ces supermarchés japonais qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Keiko est une femme trentenaire, célibataire et sans enfant, ce qui est très mal perçu au Japon, mais sa situation pourrait bien évoluer suite à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraa. C'était un livre très intéressant à lire puisqu'en très peu de pages, l'autrice parvient à brosser un portrait acerbe et sans concession de la société japonaise, de son obsession pour les règles, pour l'uniformisation de la société et l'effacement de l'individu, pour le meilleur et pour le pire. Parce que l'autrice va nous présenter deux visions radicalement différentes. Tout d'abord avec Furukura qui ne respecte pas les injonctions de la société japonaise, à savoir quitter son emploi précaire pour se marier, s'occuper du foyer et avoir des enfants. Elle ne semble pas souffrir d'être mise au banc de la société, mais surtout elle ne comprend pas l'absurdité de toutes ces règles. Et ensuite, on a Shiraa qui souhaite à tout prix suivre les règles de la société japonaise, se conformer à cet idéal masculin et viril qui est attendu de lui, quitte à utiliser des méthodes illégales comme le harcèlement. Autant j'avais de la compassion pour Furukura, autant je haïssais de tout mon être Shiraa parce que c'est quelqu'un de tout simplement abject. Et je haïssais encore plus le comportement de la société et de l'entourage de notre protagoniste une fois qu'ils se sont mis à respecter les règles et à faire ce qui était attendu d'eux. Et tout ce propos est servi par une plume très surprenante. Au départ, le ton utilisé est très froid, à la limite du chirurgical, mais petit à petit, la narration devient plus douce et se concentre sur les émotions et les questionnements de la protagoniste plutôt que sur la description factuelle de son environnement et de ses journées au Combini. Je ne vais pas épiloguer davantage sur ce roman, mais si vous cherchez un roman contemporain japonais, je ne peux que vous le conseiller. Après cela, j'ai enfin continué la saga Shade of Magic en lisant le tome 2, à savoir Shade of Shadows, qui est écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen. Shade of Magic, c'est une trilogie de fantasy jeune adulte dans laquelle il y a plusieurs mondes parallèles et où Londres est un point récurrent. Les Londres ont différentes couleurs qui définissent la quantité de magie. Il y a donc le Londres rouge où la magie est absolument partout,
le Londres gris, c'est-à-dire notre monde où la magie est inexistante, le Londres blanc où la magie c'est une ressource extrêmement rare et précieuse, et enfin le Londres noir où la magie a tout simplement tout détruit sur son passage. Et nous suivons Kel, un mage appartenant au Londres rouge, mais étant donné qu'il pratique la magie de sang, il est capable de traverser les différents mondes. Dans le premier tome, Kel faisait de la contrebande d'objets magiques et a amené une relique du Londres noir dans les autres Londres, ce qui a menacé l'équilibre entre les différents mondes. Et dans ce tome 2, on suit les personnages 4 mois après les événements du premier tome. Chacun vaque un petit peu à ses affaires, mais la tenue d'un tournoi magique va rassembler les différents personnages. Et en parallèle de ça, un monde est en train de récupérer de plus en plus de magie, ce qui va encore une fois chambouler l'équilibre entre les différents mondes. Ça, c'est un peu la lecture qui fâche parce que j'avais adoré le premier tome. J'avais même eu un coup de cœur pour l'univers, le système de magie, les personnages et leur alchimie entre eux. Et ce second tome a été une déception à presque tout point de vue. Premièrement, j'ai trouvé que l'histoire prenait un temps fou à démarrer. Le tournoi promis n'arrive que dans le dernier tiers du livre. Et avant ça, les personnages passent leur temps à ressasser les événements du premier tome encore et encore. Je suis pas contre un petit rappel parce que ça faisait quand même 5 ans que je m'étais plus plongée dans cet univers et je n'avais plus tous les tenants et aboutissants du premier tome. Mais à un moment donné, j'en pouvais plus de ces rappels incessants et je n'avais qu'une seule envie, que l'histoire commence enfin. Mais je reste malgré tout hyper perplexe sur la trame narrative. Je vois pas en quoi ce tournoi aura une quelconque incidence sur la suite de la trilogie, d'autant plus que le tournoi met en exergue des problématiques qui ne seront, je le sais pertinemment, pas exploitées. La problématique de Shade of Magic, c'est pas les conflits internes au Londres rouge, mais bien l'équilibre entre les différents mondes. Donc, encore une fois, je comprends pas pourquoi l'autrice n'a pas mis en premier plan l'essor d'un monde en particulier et les répercussions que cela va avoir sur l'équilibre de cet univers. C'est d'autant plus regrettable que ce sont les scènes qui fonctionnaient le mieux et une fois que l'autrice a vraiment laissé derrière elle toutes les micro-intrigues qui n'ont pas de sens, le roman avait de nouveau un réel intérêt. Il y a autre chose qui m'a posé problème, c'est le traitement de ces personnages et en particulier celui de Lila. Je me souvenais pas que Lila était un personnage égoïste, imbu d'elle-même, qui n'a pas le sens des responsabilités et qui en plus de ça est mégalomane. Honnêtement, elle est insupportable à suivre durant tout ce second tome et j'ai beaucoup de mal à comprendre son évolution. C'est beaucoup trop abrupt et surtout incohérent quand on voit le personnage du premier tome et ce que l'autrice va en faire à la fin de ce second tome. Ça m'a vraiment mis hors de moi de voir que Lila ne faisait que du mal autour d'elle et qu'à aucun moment on ne la mettait face à ses actes et qu'on ne la poussait pas à assumer ses responsabilités, alors qu'à contrario, qu'elle passait son temps à se confondre en excuses, à vouloir se racheter pour ses erreurs, surtout face à des personnes qui ne veulent pas le pardonner. Mais j'ai trouvé le personnage de Kel bien plus agréable à suivre et son traitement bien plus cohérent et logique que celui de Lila. Et en ce qui concerne le style d'écriture, je n'ai rien à dire. J'ai toujours bien aimé la plume de Vi Schwab qui est travaillée et soignée. Ça a toujours été une de ses forces dans ses romans. Bref, j'ai été très déçue par ce second tome. Je lirai prochainement le 3e et dernier volume, histoire d'enfin conclure cette saga que j'ai commencé il y a un sacré bout de temps et j'espère quand même que la fin sera à la hauteur de mes attentes. Et on va terminer cette update lecture avec le dernier roman de Fab Caro, Journal d'un scénario, qui est édité chez Gallimard. C'est un roman dans lequel nous suivons Boris, un scénariste plus que ravi et enthousiaste depuis que son projet Les Servitudes Silencieuses a été accepté par un producteur. Boris a de grands espoirs pour ce film. Il a déjà choisi le casting, la colorisation, les thèmes, et il est persuadé que ce sera un très beau et un très grand film. En parallèle de cela, il rencontre Aurélie, une cinéphile qui se passionne pour le projet et qui va peu à peu entamer une relation amoureuse avec Boris. Et tout semble décidément sourire à Boris, mais sa joie va peut-être rapidement tourner. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur avant de commencer ce livre, étant donné que j'avais été déçue par Samouraï, que j'avais trouvé trop étrange, pas très drôle et plutôt cynique.
J'avais peur que Fab Caro continue d'emprunter cette voie et que ses nouveaux romans ne soient pas faits pour moi. Mais mes doutes se sont rapidement dissipés, c'est un bon roman, un bon Fab Caro, et s'il n'a pas le mordant de Broadway ou du discours, il est plus drôle et bien plus agréable à lire que Samouraï. J'ai aimé retrouver les élans comiques si bien maîtrisés de l'auteur, les scènes absurdes, les personnages dépassés par les événements, mais Journal d'un scénario, c'est aussi une critique assez acerbe de l'industrie cinématographique. Je m'y connais assez peu en cinéma et je suis très loin d'être une cinéphile accomplie, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment, à partir du moment où l'argent entre en jeu et un film a besoin de financement pour être réalisé, sinon ça ne reste qu'une feuille de papier et des scènes imaginées dans son esprit, la créativité n'existe plus. Et comment on essaye de reproduire bêtement des succès passés, pensant que le public sera de nouveau au rendez-vous. Bref, c'est un roman que j'ai bien aimé, il se lit très rapidement et on a toujours envie d'en savoir plus grâce à son format de journal intime. Il est drôle et Journal d'un scénario me rassure quant au fait que Samouraï, c'était une erreur de parcours, ce qui arrive à tout le monde. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.